Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 24e webinaire Parlons RH. Je suis ravi d'être avec vous en ligne ce matin. Ce matin, vous voyez, ça commence bien, ce début d'après-midi à 15h, 12 juillet. J'espère que je ne ferai pas d'autres erreurs que celle-ci dans la suite de ce webinaire sur le thème de la marque employeur. C'est quoi, comment et pourquoi? Vous avez eu la gentillesse de répondre à un petit questionnaire en introduction. Donc je pense que les résultats vont vous être partagés. Mais sachez que la majorité d'entre vous, 54%, sont en cours de réflexion sur cette thématique. Alors j'espère que ce webinaire va vous permettre d'approfondir votre réflexion et peut-être de décider soit d'y aller, soit au contraire de reporter votre projet. C'est d'ailleurs ce qui est le cas pour 11 personnes, 11% n'est pas prévu de développer sa marque employeur. En revanche, déployer ou initialiser, il y a déjà 16% également, et prévu pour un déploiement en 2018, 16%. On est assez entre prévu et déployé, ça fait donc 30%, et n'est pas prévu 10%. Donc on est dans une dynamique générale sur la marque employeur. Nous sommes 45 minutes ensemble et je commencerai par trois chiffres clés sur ce sujet-là. D'une part, et qui viennent d'une étude de LinkedIn, d'une part, que le turnover pour les entreprises qui ont une bonne marque employeur, on va voir ce que c'est que la marque employeur, mais pour une bonne marque employeur est de 28% plus bas que pour les autres entreprises. 28%, entre un quart et un tiers. Que le coût par embauche d'une entreprise qui a une bonne marque employeur est 50%, 2 fois plus faible que celles qui ont une moins bonne marque employeur. Et enfin, que la marque employeur d'une entreprise est 2 fois plus susceptible de susciter l'intérêt pour ses postes que l'image de marque ou que la marque corporate. Bref, la marque employeur est un sujet d'actualité, un sujet stratégique. Les chiffres que je viens de citer sont issus d'une étude LinkedIn. Vous êtes en cours de réflexion, vous êtes en cours d'action, vous êtes en plein déploiement. Ben, j'espère que ce webinaire est fait pour vous. Nous allons traiter de ces 3 sujets-là. La marque employeur, c'est quoi? On essaiera d'aller assez vite sur ces aspects, un petit peu de définition et conceptuel, mais il est bon, à mon avis, de mettre les mêmes concepts, les mêmes principes, les mêmes actions derrière ce thème qui est parfois un mot valise, un mot générique de marque employeur. La marque employeur, pourquoi? Quels sont ses bénéfices? Et puis surtout, on essaiera de consacrer le plus de temps possible à la marque employeur, comment la construire, comment la déployer, et peut-être aussi quels sont les écueils à éviter. Ce que nous souhaitons au sein de Parlons RH, c'est d'être le plus possible en interaction, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos retours d'expérience. Je vais essayer d'y répondre le plus possible durant ce webinaire. On fera une pause à la fin, si je puis dire, à la fin de chacune de ces grandes questions, et puis à la fin du webinaire aussi, je prendrai un certain nombre de questions. L'étude LinkedIn, Marion, est accessible, mais on va essayer de retrouver le lien, je ne l'ai pas de tête, mais elle est facilement accessible sur Google, mais on essaiera de vous proposer le lien peut-être en fin de webinaire, on va voir. Alors, juste quelques mots sur Parlons RH, sans faire trop de prosélytisme, parce que ce n'est pas le cœur de notre webinaire, mais sachez que Parlons RH, c'est 3 choses. Vous connaissez certainement la première d'entre elles, qui est le média, le blog Parlons RH. On propose presque tous les jours du contenu gracieusement à votre attention. C'est un blog qui a fait 1,5 million de pages vues en 2017 et j'espère probablement 2 millions en 2018. Donc c'est un blog qui fait son petit bonhomme de chemin grâce à vous. Merci encore de nous suivre et de nous suggérer parfois des thèmes que nous cherchons à traiter. Ce média, il intègre aussi une proposition de contenu comme ce webinaire, mais aussi des infographies et des vidéos. Voilà, donc c'est un média, un riche média. Parlons RH, c'est d'abord cela. C'est aussi une communauté de professionnels RH, plus de 100 000 professionnels RH en contact sur les réseaux sociaux. Là encore, merci beaucoup de nous suivre. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui nous suivent durant ce webinaire, à adhérer, à s'abonner à nos fils Twitter, Facebook, on est même sur Pinterest, sur LinkedIn. Allez-y, on propose tout un certain nombre de contenus et d'échanges, de partage d'informations.
Il faut que je coupe la caméra, me dit-on. Alors, on va voir la caméra ici. Voilà, probablement pour des problématiques de bande passante. Et donc, je continue mon propos. J'espère que je n'ai pas lu c'est difficile de parler et de lire en même temps. J'espère que le son est bon pour tous maintenant. Et tant pis, vous ne profiterez pas de mon image et de ma gestuelle. Donc je disais que Parlons RH, c'est d'abord un média, c'est également une communauté qu'on rencontre le plus souvent, assez régulièrement, au travers d'événements. Ce n'est pas qu'une communauté digitale, on essaie de vous rencontrer le plus souvent. Les prochaines rencontres, c'est lors de l'événement Innovation RH avec le journal du Net le 4 octobre. Nous serons également bien sûr présents et partenaires du grand événement RMS Conf qui a lieu le 11 octobre prochain, RMS Conf. N'hésitez pas à y aller et participer. On sera également présent au Salon du Management le 13 et 14 novembre, en partenaire, et bien sûr du Salon Ressources Humaines de Lyon le 18 et 20 novembre. C'est juste pour les 4 prochains événements. Tout ça pour vous dire qu'on anime une communauté, pas uniquement en digital, mais également en présentiel. Parlons RH, c'est également et surtout une agence de marketing éditorial et digital qui est dédiée à l'écosystème des ressources humaines, c'est-à-dire des prestataires, des partenaires de la fonction RH, mais aussi, et bien sûr, des DRH de la fonction RH que l'on accompagne sur des problématiques de marketing, d'éditorial et digital. Et donc, la marque employeur est au cœur de nos expertises. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Vous avez ici un certain nombre de nos clients, DRH, prestataires RH. J'en oubliais évidemment quand on parle d'écosystème. Il y a bien sûr aussi les startups et nous en avons le plaisir d'en accompagner une bonne douzaine. Et enfin, on a un certain nombre de partenaires sur le marché. Voilà pour la partie Parlons RH. Si vous avez des questions sur l'agence, sur le média ou sur la communauté, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous aurez mes coordonnées tout à la fin de ce webinaire. En ce qui concerne la marque employeur, je commencerai tout de suite par dire c'est quoi cette notion de marque employeur. Je vais essayer de la définir en des termes simples. D'abord, on parle de marque employeur, donc c'est une marque qui est appliquée, c'est la marque appliquée au RH. Qu'est-ce que la marque? C'est l'ensemble des caractéristiques, des attributs de l'entreprise dans sa dimension employeur. On devrait dire d'ailleurs dans ses dimensions employeur, c'est-à-dire que l'entreprise, elle ne fait pas que employer, je parle d'ailleurs pas que de recrutement, mais bien de salariés, un certain nombre de collaborateurs. Alors, je vais relancer la caméra, me dit-on, parce que comme ça, vous aurez plaisir d'avoir l'image. Voilà, pour des problématiques de bande passante, c'était un petit peu un webinaire qui se passe techniquement bien tout le temps, ça serait un petit peu anormal. Donc, je disais, la marque employeur, c'est la marque appliquée au RH, c'est l'ensemble des caractéristiques qui attribuent l'entreprise dans sa dimension employeur, et on devrait dire dans ses dimensions employeur, puisqu'une entreprise ne fait pas qu'employer, elle recrute aussi, bien sûr, elle insère, rôle d'insertion professionnelle, elle forme, elle négocie aussi avec les partenaires sociaux, elle a un rôle d'ancrage territorial souvent très fort, elle a une responsabilité sociale, sociétale, dans le développement durable. Bref, elle a plusieurs dimensions employeur et la marque employeur, c'est un peu l'amalgame de tout ça. Donc, elle adresse plusieurs parties prenantes, surtout pas que les candidats. Ne réduisons pas la marque employeur, on va le voir à la partie recrutement, c'est évidemment très important, mais on parle bien de marque employeur et pas que de marque recruteur. Et donc, il s'agit d'abord d'adresser les salariés, les managers, les partenaires sociaux, l'ensemble du corps social interne et l'ensemble des acteurs de l'emploi externe, les écoles, les candidats, bien sûr. Bref, un écosystème élargi. La marque employeur, elle doit répondre de façon la plus simple possible à 3 questions. Pourquoi moi, candidat, collaborateur externe, je rejoindrai votre entreprise en tant que salarié? Il faut que la réponse à cette question soit extrêmement simple et partagée par tous les collaborateurs, du plus grand directeur jusqu'au plus simple salarié, si je puis dire. Avec chacun, il met sa patte et sa créativité, et voilà. Mais il faut que la raison d'être, presque, j'ai envie de dire, de l'employeur, elle soit unique, et par définition, elle l'est. Il ne peut avoir qu'une seule marque employeur. Donc la marque employeur, c'est pourquoi je vous rejoindrai, pourquoi je resterai chez vous et que je n'irai pas chez le voisin, qu'est-ce qui me fait
que je serai fidèle d'une certaine manière, et aussi pourquoi je serai investi, engagé au sens imagé, au sens de l'engagement. Voilà. C'est ça la marque employeur, de répondre à ces trois questions. Alors, la marque employeur, c'est l'agrégation, l'amalgame, au sens positif, pas au sens dentaire du terme, de trois dimensions. C'est d'une part l'identité employeur, l'image employeur et les pratiques employeurs. L'identité employeur, c'est l'ADN social de l'entreprise. Ce sont des éléments très factuels. C'est quoi votre chiffre d'affaires? C'est quoi votre implémentation? C'est quoi vos métiers? C'est quoi votre histoire? Qui est votre dirigeant? Ce sont des choses très concrètes, hein, factuelles, qui évoluent très peu sur... en tout cas, ça évolue sur le temps long. On ne change pas du jour au lendemain d'activité. Ça peut arriver. La deuxième dimension forte de la marque employeur, c'est l'image employeur. Souvent, d'ailleurs, on réduit la marque employeur à l'image employeur. Et d'ailleurs, l'image employeur externe. L'image employeur, elle est interne et externe. Interne, les collaborateurs ont une image de vous en tant qu'employeur. Ils se projettent quelque chose, ils ont un ressenti, ils ont un vécu, ils ont une perception. C'est pareil à l'externe sur des candidats. Donc l'image employeur, il ne faut pas la résumer encore, la marque employeur, il ne faut pas la résumer à l'image employeur externe. Que pense de vous le marché? C'est plus large que cela. Et là, on est dans le domaine de la perception. Alors, bien sûr, on peut jouer sur les perceptions. Souvent, la perception des collaborateurs, de l'entreprise en tant qu'employeur, sont très très peu mesurées, très très peu évaluées. On a parfois des enquêtes de climat social, peu des enquêtes de perception, de climat social tous les ans ou tous les 2 ans. Mais très peu, il y a très peu d'attention là-dessus. Et enfin, la marque employeur, c'est la troisième dimension, c'est les pratiques employeurs, c'est-à-dire les pratiques RH et les pratiques managériales. Les deux doivent aller de pair, doivent être particulièrement bien articulés. Sinon, ça crée effectivement des tensions. Si on a un certain nombre de pratiques RH, mais que les managers, qui sont les premiers acteurs RH de l'entreprise, hein, c'est eux qui forment, qui communiquent, qui sanctionnent positivement, qui reconnaissent, qui sanctionnent négativement et qui sanctionnent positivement, c'est la reconnaissance. Bref, il faut que ces deux pratiques, les pratiques RH, recrutement, formation, évaluation, performance, rémunération, etc., dialogue social, et les pratiques managériales, elles bien de pair. Vous voyez, il y a 3 pièces du puzzle. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ces 3 pièces-là, une forme de congruence, que ces 3 dimensions se nourrissent les unes les autres. Si vous avez une image employeur qui est déconnectée des pratiques employeurs, évidemment, ça vous est fortement préjudiciable, ça ne nourrit pas la marque employeur, ça peut même la nourrir négativement. Donc il faut chercher une forme de congruence dynamique, c'est-à-dire que dans le temps, ces 3 dimensions-là, un peu comme des pièces de puzzle, ça matche bien, quoi. Les pièces s'emboîtent bien les unes dans les autres. Sinon, vous créez une dissonance entre une image positive et des pratiques. Par exemple, vous avez une image, lui, je pense que c'est un image externe, ils recrutent super bien, très bonne image, ils sont super innovants. Pratique de recrutement, expérience candidat désastreuse, pas du tout innovant. Vous êtes en dissonance de communication. Il m'arrive assez régulièrement d'avoir des professionnels RH qui me sollicitent sur la marque employeur et qui après m'avoir fait poireauter 20 minutes dans un hall et assis sur une chaise toute pourrie dans leur bureau, sans me proposer un verre d'eau ni un café, de me dire, vous savez, chez nous, la force de notre marque employeur, c'est la convivialité, on sait recevoir. Vous voyez bien que là, il y a une dissonance. Alors, désolé de vous parler de mon cas personnel, mais c'est juste pour illustrer le propos. Il faut chercher évidemment une authenticité. Alors, chercher une authenticité, normalement, on n'a pas à la chercher, mais il faut la conscientiser. Il faut savoir ce qu'on cherche à dire au marché et qui on est pour mieux exprimer ce vers quoi on va. Je vais y revenir. Retenez juste que la marque employeur, c'est 3 dimensions, identité employeur, image employeur et pratique employeur, et qu'elles doivent se nourrir les uns les autres et être fortement en cohérence. Ce n'est pas si simple que d'être cohérent, mais on est souvent en décalage entre l'identité, l'image et la pratique. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez quelques-unes, je peux y répondre dès maintenant sur cette notion un peu de préalable, de définition, du fait de poser un peu le cadre dans lequel on se situe. Alors, si vous n'en avez pas, en tout cas, je n'en vois pas pour l'instant, mais n'hésitez pas.
Alors, comment déterminer les valeurs de l'entreprise? C'est extrêmement intéressant. Alors, ça fera partie du troisième point, donc je vais y revenir. Marine, merci pour cette question. Je vais y revenir et si je l'oublie, n'hésitez pas à la reposer et puis surtout ne m'en voulez pas. Je passe tout de suite au deuxième sujet. Alors, finalement, la marque employeur, ça nécessite d'avoir une forme d'introspection. Ça répond un petit peu à votre question, Marine. Alors là, je ne peux pas vous passer de vidéo, mais il y a une vidéo qui est la marque employeur de Vinci, qui est Too Much, dont vous avez mis le lien. Je vous invite à aller aussi sur Google, vous pouvez taper Too Much, Vinci, marque employeur. Vous aurez accès sur YouTube, vous aurez accès à cette vidéo. Elle est très intéressante, non? D'une part, elle est très bien faite, et je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que ce n'est pas notre agence qui l'a faite, qui l'a réalisée. Donc, elle est très bien faite, elle est très intéressante parce que je trouve que le message, il peut avoir une forme de symétrie, d'effet miroir, qui est de dire, mais quand on parle d'éléments de différenciation majeurs, c'est-à-dire au fait, mais qui vous êtes vraiment, ça nécessite à se poser un certain nombre de questions, notamment aussi sur les valeurs. Et donc, en quoi êtes-vous too much? Allez voir la vidéo et je pense que vous comprendrez mieux mon propos. Alors, les 4 bénéfices de la marque employeur. Il ne s'agit pas uniquement d'attractivité. Il s'agit bien sûr d'abord d'avoir une bonne réputation. Une bonne réputation employeur. Ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau de la cohérence, il faudrait avoir un schéma sur 2 ou 3 niveaux, parce que la cohérence, elle doit être aussi une cohérence de marque. Il n'y a qu'une seule cohérence et plusieurs marques, et tout ça doit évidemment se nourrir l'un l'autre. Pas uniquement les 3 dimensions de la marque employeur. Premier bénéfice d'une marque employeur, diffuser une image positive de l'entreprise et renforcer sa réputation. Là aussi, une bonne image business peut nourrir une bonne image employeur et réciproquement. Une mauvaise image aussi. Il y a des exemples assez récents dans la distribution où une mauvaise image employeur génère une perte de chiffre d'affaires. Le deuxième bénéfice de la marque employeur, c'est l'attractivité. Il faut favoriser l'attractivité de l'entreprise, ce qui permet, de façon plus prosaïque, plus opérationnelle, d'améliorer l'efficacité de son sourcing. Troisième bénéfice, et c'est un bénéfice extrêmement important qu'on a tendance à ne pas mesurer ou à peu mesurer, c'est de fidéliser les collaborateurs, c'est-à-dire de maîtriser et de réduire son turnover. Je vais y revenir dans quelques secondes. Et le quatrième bénéfice, or qu'on connaît dans les entreprises une forme de crise de confiance, c'est de renforcer l'engagement et la fierté d'appartenance. Il faut bien voir ça comme un cercle vertueux de la performance RH. Vous améliorez votre réputation, ça nourrit votre activité, qui renforce la fidélité et qui augmente l'engagement, qui développe votre réputation, etc. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux. Si on intègre la marque employeur de façon holistique, systémique, de façon globale, vous pouvez en revanche, si vous ne voyez qu'un aspect de la marque employeur, nourrir le cercle vicieux de cette dernière. Je m'explique. Si vous avez des difficultés de recrutement et que vous n'analysez la marque employeur que sous cet angle-là, donc on va dire une problématique d'attractivité, vous pouvez, je vais dire, embrasser plus large, être moins sélectif parce que vous avez du mal à attirer, être un peu en surpromesse parce que vous avez du mal à attirer, vendre un peu le saucisson employeur un peu trop fortement qu'il ne convient, sortir un peu d'un discours de vérité et d'authenticité parce que vous avez besoin d'attirer. Donc, soit être en décalage par rapport à la réalité vécue, soit être en surpromesse. Bref, vous développez votre activité, être moins sélectif, embrasser plus large dans une perspective d'attractivité. Qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer une moindre fidélisation des acteurs, des salariés qui étaient déjà en place, comme de ceux qui viennent d'embaucher. Si vous êtes en surpromesse ou en dissonance, ils arrivent, on m'a vendu telle chose, je ne le retrouve pas, donc je pars. Donc ça augmente le turnover plutôt que de le réduire. Ça nuit à l'engagement, donc ça détruit une forme de désengagement ou d'absentéisme moral, qui nuit évidemment à la réputation, donc vous avez des réputations qui se dégradent, et ça génère une moindre attractivité. Vous voyez que si on enlève un des pieds de la table, elle tombe. La table ici, des 4 bénéfices de la marque employeur, il y en a 4. Il ne faut pas trop négliger les 3 que sont fidélisation, engagement et réputation, versus l'attractivité qui est à besoin de court terme. Je vous invite, pour ne pas passer trop de temps sur ce sujet,
à lire un article que j'ai publié hier sur le blog de Parlons RH qui traite un petit peu de cet aspect-là. Il y a 4 bénéfices et maintenant on rentre dans la partie déploiement. Comment fait-on? Alors, on n'a pas la science infuse au sein de Parlons RH, on s'appuie juste sur une expérience d'un certain nombre de cas d'entreprise avec une méthodologie qui est celle que l'on vous propose ici sur une méthodologie qui vous permet de passer à l'action. Pas passer à l'action non plus tête baissée, justement. On se dit, on n'est pas uniquement dans une pratique de communication. Avant de communiquer sur votre attractivité, sur ce que vous faites bien, il faut d'abord se poser la question, au fait, mais qu'est-ce que vous faites bien? Et donc, on propose, nous, une démarche en 3 phases très simples, 3 étapes très simples, le diagnostic, la vision cible, le plan d'action. Je vais passer en revue ces 3 étapes-là et puis essayer de vous les concrétiser le plus possible. D'abord, le diagnostic. Alors, évidemment, son objectif, c'est de faire une photo de l'existant. Photo de l'existant, au fait, qui vous êtes en termes de marque employeur. Qu'est-ce que vous proposez? Quels sont vos métiers? Quels sont finalement sur les 3 dimensions où vous en êtes en termes d'identité employeur, d'image employeur et de pratique employeur, c'est-à-dire de pratique RH, de pratique managériale. Ça nécessite de... Enfin, le diagnostic permet de poser, de partager un constat factuel, solide. Un problème à moitié bien posé est déjà à moitié résolu. Donc il faut aussi... se dire où on en est aujourd'hui, c'est une photo de l'existant. Alors ça passe par des interviews du CODIR, des interviews des managers. Alors c'est très difficile quand on est dans la fonction RH de dire « Oh, manager, tu penses quoi de la fonction RH en tant qu'employeur ?» On est un peu jugé parti. Ça nécessite bien sûr de faire des ateliers avec les collaborateurs, de voir les collaborateurs qui sont partis. Pourquoi sont-ils vraiment partis? Les candidats que vous vouliez voir venir, pourquoi finalement ils ne sont pas venus suite à votre proposition? Donc, c'est toute une phase d'analyse. Il y a bien sûr une cartographie, une analyse de vos pratiques RH. Est-ce qu'au regard du discours que je viens qui émane de différents interviews et des ateliers, est-ce que vous êtes en cohérence? Si on dit que la formation elle est nulle, est-ce qu'elle est vraiment nulle? Est-ce qu'on dit que la formation est super? Est-ce que le plan de formation est vraiment super? C'est des choses comme ça. Il y a diagnostic, audit, d'irréputation employeur, benchmark de marque employeur vis-à-vis de vos concurrents, de regarder eux ce qu'ils proposent. Parce que si vous proposez tous la même chose, vous n'êtes plus différenciant, il faut cultiver sa singularité. Donc c'est une photo de l'existant, une photo de là d'où vous venez. Et personne ne sait là où il va s'il ne sait d'où il vient. Donc c'est d'abord une photo de l'existant. Deuxième étape, la vision cible. Là, c'est une photo de là où vous souhaitez aller. On va se positionner à 2-3 ans. Quel est votre projet d'entreprise ? Et quel est le projet RH qui accompagne ce projet d'entreprise. Et donc là, on va poser la plateforme de marque employeur. On parle aussi d'Employee Value Proposition. C'est quelle est la promesse employeur que vous faites au marché. Pourquoi je vous rejoindrai dans 3 ans? Pourquoi je resterai chez vous et pourquoi j'y serai engagé? En quelques mots. Et ces mots ils peuvent mettre longtemps à germer, à être identifiés. Si vous dites « venez chez moi parce que vous êtes bien formé », c'est un peu insuffisant. Là, vous êtes en train de raconter que l'ABS a la voiture. Que la voiture a l'ABS. Donc, en plus, c'est un devoir de l'employeur. Donc, c'est pas très pertinent et puis c'est pas très singulier, c'est pas très différenciant. Donc, il faut définir votre promesse et 2-3 piliers de différenciation majeurs. Mais vraiment, pourquoi je vous rejoindrai? Est-ce que c'est pour une pratique de sens? Vous allez proposer du sens à vos collaborateurs, une vision, une mission presque. Est-ce que vous leur proposez des conditions de travail particulièrement satisfaisantes, agréables? Est-ce que c'est plutôt des relations de travail? C'est pas la même chose. Vous pouvez être dans un super bâtiment avec un super ordinateur, mais des relations professionnelles normales. Ou à l'inverse, vous pouvez être dans des locaux vraiment tout moisis, avec du matériel. Alors je dis l'ordinateur, c'est pas forcément son matériel de travail, n'est pas forcément l'ordinateur, mais par contre des relations professionnelles hyper chaleureuses, hyper conviviales, hyper nourrissantes, épanouissantes. Donc il s'agit de définir ce qui vous correspond et ce qui nourrit le projet d'entreprise en 2-3 axes de différenciation majeurs. Et puis bien sûr, on peut aussi travailler le socle des valeurs. Alors tout à l'heure, Marine posait la question, quelles sont les valeurs? Les valeurs, elles doivent, c'est vraiment les fondations, ça doit être ce qui est vécu par les collaborateurs. Elles se vivent au quotidien, les valeurs. Donc, ça passe par des ateliers avec les managers, avec le CODIR, avec les collaborateurs. Et c'est un mix entre ce que souhaite dire l'entreprise, souhaite vivre l'entreprise et ce qui est déjà vécu. On
ne peut pas avoir des valeurs qui soient totalement déconnectées du projet d'entreprise si on est en pleine transformation. Après, il s'agit de mettre des mots et des mots sur les comportements attendus et pas des mots qu'on retrouve un peu partout. Si vous me dites que votre valeur, c'est l'innovation, c'est très bien. C'est la première des valeurs en entreprise en France. C'est la 7e en Allemagne. L'innovation n'est plus trop différenciante. Alors par contre, si vous commencez à appeler ça l'audace et que vous réussissez à décrire au fait ce qu'est un bon comportement audacieux et aussi ce que ça n'est pas, là oui, on peut partager ce qu'est les valeurs. Je suis un peu pris par le temps pour rentrer dans le domaine des valeurs, mais on va peut-être y revenir après. Je finis juste sur le plan d'action et après je réponds à un certain nombre de questions qui sont déjà formulées et je vous remercie. Donc la vision cible, c'est une photo de là où vous êtes à 2-3 ans. Vous avez la photo du diagnostic, la photo de la vision cible. Alors, vous n'allez pas faire un plan d'action qui fait tout de suite d'un coup ça. Le plan d'action, il va être peut-être par palier, par étapes successives. Donc, on va d'abord prioriser par différence entre la vision cible, là où vous souhaitez aller, et le diagnostic de l'existant, quels sont les grands chantiers à mener. Les chantiers ne sont pas que communication. Sinon, ça veut dire que vous faites déjà tout bien en termes de pratique RH, de pratique managériale, que votre projet d'entreprise à 3 ans, vous êtes déjà bien dimensionné en termes de schéma directeur RH. Ça semble un peu illogique. Donc, il y a un certain nombre de chantiers à mener qui peuvent être de tout ordre, technique, marketing, RH. On va voir des exemples de chantiers. Et le plan d'action, c'est de prioriser les grands chantiers. Il y a des matrices. Est-ce que c'est simple de déployer? Est-ce que vous avez un retour sur investissement rapide? Et puis, on va lister ces actions, on va les prioriser, et puis ça va donner un plan d'action sur la première année. Ce que je vous propose, c'est d'aller assez vite sur la suite, comme ça je répondrai bien à vos questions. Il y a évidemment un certain nombre de livrables. La présentation que je suis en train de faire ici, elle est tout à fait téléchargeable à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas. Sur la première phase, vous avez un diagnostic complet de l'existant, une cartographie des pratiques RH, un audit des réputations RH et un benchmark concurrentiel. Ce sont ça les livrables. Photo de l'existant. Sur la vision cible, vous avez une plateforme de marque employeur, vous avez un set de valeurs partagées normalement, qui ont été rodées et validées, on peut dire, avec les managers et avec les salariés. Et surtout, vous avez déjà eu une démarche, et cette démarche, elle commence en diagnostic, de partage, d'échange et de validation. La marque employeur, ce n'est pas quelque chose qui se décrète top-down. Il y a aussi du bottom-up, heureusement. Il y a la démarche, l'appropriation de l'organisation et de l'ensemble du corps social de ce que vous allez produire, extrêmement important. Il ne s'agit pas de faire une plateforme de marque employeur en 15 jours pour avoir 2 ans après d'appropriation. Faites-la plutôt en 6 mois et 1 semaine d'appropriation, puisque les collaborateurs y auront été associés avant. Et enfin, sur la partie, la liste des priorités des chantiers, vous avez la 3e étape qui est le plan d'action. Ça, c'est un exemple de site carrière, enfin de diagnostic des réputations. Je vais assez vite en termes de livrables. Un exemple de cartographie des pratiques. Difficile de vous présenter des exemples dans le temps qui nous est imparti. Il nous reste un quart d'heure, donc je voudrais consacrer un quart d'heure. Il faut que je bloque l'image. Et je ne sais pas comment faire pour bloquer l'image. J'arrive, hein. Je suis à vous d'ici quelques secondes, c'est pour des problèmes techniques. Juste clique là-dessus. Ah, d'accord, j'enlève la caméra. Désolé, donc juste pour les exemples d'action, et puis après on rentre dans l'échange. Les exemples d'action qui peuvent être listés dans cette 3e étape, encore une fois, après avoir fait un diagnostic, après avoir fait une plateforme de marque employeur qui donne la vision cible, on va faire par différence une liste d'actions. Les actions peuvent être les suivantes. Un site carrière. Alors, la première des actions, c'est un concept créatif de votre marque employeur où on va pouvoir, de façon attirante, séduisante, exprimer la plateforme de marque employeur. Séduisante pour la cible ou pour les cibles. Il peut y avoir des déclinaisons différentes. Ça peut se traduire par un site carrière. On peut se dire, tiens, nous, notre promesse employeur, c'est d'être très innovant, très audacieux, très digitaux, et d'avoir un site carrière qui est un peu has-been. Donc, il faut peut-être le refondre. D'avoir une démarche SEO RH. Alors, on dit, oui, quand je tape, je ne sais pas si vous êtes chez Tutu Industrie comme entreprise, si je tape « Rejoindre Tutu Industrie », je passe premier chez Google. Mais personne ne tape ça. Il faut d'abord taper les métiers que vous recherchez. Avoir un vrai programme de cooptation, pas uniquement dire, il y a 500 € pour celui qui coopte.
Rationaliser le recours aux cabinets de recrutement. Ça ne veut pas dire les réduire, ça peut vouloir dire les augmenter. Hein, mais c'est souvent, on arrive, nous, à ce type de conclusion qui est de dire, bah ouais, vous avez 15 cabinets, alors il y en a 2 qui sont très bons, puis les autres qui sont moins bons, puis ils n'apportent pas forcément de plus-value. Mais ça peut être l'inverse, hein, attention, hein, j'ai rien du tout contre les cabinets de recrutement, bien au contraire. Ça peut être une optimisation du storytelling et même une homogénéisation. C'est-à-dire que les cabinets de recrutement, ils parlent de vous en fonction d'une certaine manière. Quand vous définissez une plateforme de marque, il faut juste qu'il y ait la même histoire qui soit racontée à tout le monde, la même promesse. Hein. On ne pouvait pas être non plus en dissonance d'une promesse. On peut avoir une dynamique d'innovation RH pour dire, bah ouais, mais si on est innovant, ce serait bien qu'on ait des outils innovants, au moins qu'on apporte la preuve dans la gestion de la formation, en termes de blended learning, en termes de recrutement, de matching, d'évaluation des performances. La présence digitale sur les réseaux sociaux est souvent adressée, mais ce n'est pas une finalité en soi. Et pourtant, on est une agence qui est spécialisée en community management et en social media. D'abord, posons-nous la question de l'objectif, des enjeux, et regardons si la cible est présente sur les différents réseaux sociaux ou les cibles. Alors, les collaborateurs sont souvent présents sur LinkedIn, un peu sur vidéo. Les jeunes ne sont plus sur Facebook, sont plutôt sur Insta. Enfin, tout dépend de ce qu'on entend par jeune. Enfin bref, il peut y avoir une démarche de campus management et enfin un process d'évaluation pluriannuel, c'est-à-dire le fait d'arrêter de faire une évaluation annuelle, mais plutôt d'avoir des moments d'échange, enfin des vrais moments d'échange managériaux qui soient plus rythmés dans le temps avec des feedbacks beaucoup plus progressifs, où là on se situe dans une démarche de progrès. Et le dernier point, non des moindres, qui est peut-être un des plus importants, on a souvent des managers qui ne sont pas des managers, qui n'ont pas toutes les compétences managériales, de managers d'hommes, hein, ils sont souvent très bons techniciens, très bons experts, mais donc il convient de développer un peu les soft skills. Voilà un exemple d'actions qui peuvent être mises en œuvre à l'issue du diagnostic de la plateforme de marque employeur. Ce n'est pas exhaustif du tout. Je vais essayer de répondre maintenant à un certain nombre de vos questions dans le désordre, dans l'ordre dans lequel on les a. Aurélia, bienvenue me les transmettre. Comment développer, alors Fiona nous pose la question, comment développer et mettre en action une bonne marque employeur pour une PME avec très peu de moyens. Alors, on accompagne, nous, au sein de Parlons RH, des PME et même des TPE et des très grands groupes. Déjà, je voudrais juste préciser que tout le monde a une marque employeur. Toutes les entreprises, à partir du moment où on a un salarié. Quand on est une entreprise unipersonnelle et qu'on est son propre dirigeant, je ne sais pas si on peut qualifier de marque employeur. Après, bien sûr, il s'agit de dimensionner les moyens à ses attentes et à ses besoins. Il faut bien savoir que toutes les entreprises aujourd'hui, en tout cas, alors là, on a un prisme, nous, chez Parlons RH, celles qui nous sollicitent, grosso modo, le discours est le suivant. Tous les feux du business sont au vert. J'ai un feu rouge clignotant, c'est celui de la RH. Aidez-nous à mieux recruter. Ce n'est pas une problématique uniquement de moyens, surtout pas, même si la démarche que je vous ai présentée, oui, elle est coûteuse, mais soit en énergie, soit en temps, soit en budget, hein, soit en hommes, évidemment. C'est une démarche d'introspection. Sur une PME, il faut faire preuve de deux choses, de sens et de bon sens. Il y a une démarche d'introspection du dirigeant ou des dirigeants pour dire, mais au fait, où on va? Qu'est-ce que je propose comme projet d'entreprise? C'est la même démarche sur les plus grandes structures. Si on ne sait pas répondre à ces questions, au fait, qui je suis, qu'est-ce que je propose, c'est quoi mon style de management, on va avoir du mal à construire une marque employeur où elle sera un peu fake et dire venez chez nous, il y a une bonne ambiance, puis finalement, ce n'est pas vrai. Ça, c'est le sens. Je vais très vite. Hein. C'est un peu schématique, mais enfin, il y a du bon sens. Savoir écouter un collaborateur, un candidat, lui consacrer du temps, c'est du bon sens. C'est de retrouver du bon sens managérial. Être en cohérence par rapport à sa promesse, ça demande juste du temps. Savoir accueillir un candidat, intégrer un collaborateur, l'écouter, c'est pas grand-chose et ça nourrit la marque employeur. Donc on n'est pas forcément obligé de faire une campagne sur TF1 de télé à 1 million d'euros pour avoir une marque employeur conscientisée et qu'on essaie de mettre en œuvre pragmatiquement. C'est du sens et du bon sens, les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles. Sophie pose la question, c'est quoi un vrai programme de cooptation? Alors, vous avez raison, Sophie, la formulation est un petit peu directe. Souvent, quand on échange, quand on fait nos diagnostics, quand on pose la question, est-ce que vous avez un programme de cooptation? Les premières réponses, c'est oui, on a un bon programme de cooptation. Et on constate souvent qu'il se résume à deux choses. À ce que je qualifierais de note de service ou de mail
un peu général à tous les collaborateurs pour dire au fait, on recrute, voilà les postes qu'on recrute, ou allez voir sur l'internet, sur l'intranet, les postes qu'on recrute, merci de nous proposer des candidats. Celui qui nous propose un candidat, c'est 500 euros. Ou 1000 euros, ou 800 euros, peu importe. C'est un peu limite comme programme de cooptation. Il faut juste rappeler là aussi le sens de la démarche, pourquoi c'est important. Quels sont, les collaborateurs se posent plein de questions sur la cooptation. Dire, mais bon, si mon candidat n'est pas retenu, est-ce qu'on va m'en vouloir? Et pareil, dans l'autre sens, c'est dire, bah, moi j'ai proposé des candidats, bah, il n'a pas été sélectionné, alors bonjour. Donc les règles doivent être rappelées, les grands principes, et ce pourquoi le faire. Les salariés, c'est un super canal de sourcing, de recrutement, la cooptation, à condition d'y mettre un peu de moyens en termes de cadrage, là aussi, faire preuve de sens et de bon sens. Si les réponses sont incomplètes, n'hésitez pas à le signifier. Je ne les prends pas dans le chat, je les prends par papier, donc je peux passer à côté de certaines, de papier qu'on me transmet. Isabelle, comment optimiser la marque employeur pour les entreprises attractives par leur renommée? C'est une très bonne question et c'est un gros problème. C'est un peu un problème de riche. Quand on s'appelle LVMH, Louis Vuitton, Nike, on a un peu de mal à recruter des DAF. Par exemple, des comptables, parce que spontanément, ou des DRH, justement, parce que justement, on ne pense pas naturellement à ce type d'entreprise qui attire beaucoup d'autres acteurs. J'ai envie de vous répondre, Isabelle, sur comment optimiser la marque employeur en appliquant la méthodologie évoquée précédemment. Et oui, la puissance de la marque, l'image de marque, peut écraser quelque peu la marque employeur, mais ce qui va faire que vous en sortiez, c'est la cohérence entre la marque corporate, la marque produit, la marque employeur. Prenez une entreprise comme Decathlon, où il y a une forme de simplicité et de cohérence entre toutes ces marques-là. Il y a même une forme de confusion. Ils ont réussi pour moi le Graal, qui est d'avoir une unicité quasiment de propos. Et bien tout ça, c'est pensé, c'est structuré. C'est beaucoup de jus de cervelle et d'énergie pour aboutir à cette forme de simplicité. Isabelle, toujours, comment mettre concrètement en place l'étape diagnostic? Alors, l'étape diagnostic, elle se cadre en amont. C'est-à-dire qu'il faut évidemment se poser la question de qu'est-ce qu'on va chercher et pourquoi, de se poser aussi, de factualiser et de formaliser les enjeux et les objectifs que l'on adresse. Quels sont les livrables attendus, qu'est-ce qu'on en attend? Et ça passe quand même par la validation du DRH, voire du DG. Alors, tout dépend de la taille, de la culture de l'entreprise. Si vous êtes dans une entreprise de 20 000 salariés, avoir la validation du DG n'est pas toujours chose aisée sur ce sujet-là. Mais si on adresse un diagnostic en profondeur de l'organisation, il va bien falloir qu'il soit au courant, puisqu'il ne s'agit pas juste, et je mets plein de guillemets à ça, d'adresser les problématiques d'attractivité. Donc concrètement, alors évidemment, il y a une réponse qui serait très simple, et c'est celle que j'aurais dû vous formuler, Isabelle. Il y a une réponse très simple, c'est appelez-moi. Voilà, ça, c'est très concret, et on pourra en discuter, de savoir comment initier cette démarche-là. Il y a évidemment une étape de cadrage de cette phase de diagnostic. Et je pense, mais bon, je suis là aussi jugé parti, je ne suis pas neutre, je pense que le recours à un prestataire externe, à un cabinet de conseil en marketing RH, est vraiment profitable parce qu'il va vous apporter trois choses. D'une part, une expertise, une expérience, une méthodologie sur le sujet, premier point. Deuxième point, du temps. Et pendant que les travaux, il faut continuer, donc vous ne pouvez pas adresser non plus l'ensemble des problématiques de la marque employeur. Et troisième point, de l'objectivité, ou en tout cas une forme d'objectivité. Si vous interviewez le CODIR sur son projet d'entreprise et vous êtes DRH, ça va être un peu surprenant. Si vous ne pouvez pas challenger le CODIR au regard de votre rôle et de votre positionnement en interne. Pareil pour les managers, pareil pour les salariés que vous venez d'embaucher. Un candidat qui est parti ou un collaborateur qui est parti vous a donné déjà une motivation de son départ. Si vous le rappelez, il va vous donner la même motivation. Quand on est un partenaire externe, on va aller rechercher de façon la plus objective possible, on n'est pas totalement neutre, les bonnes raisons. Marine, comment déterminer les valeurs de l'entreprise? J'ai tenté de répondre dans les dernières parties, comme il nous reste 4 minutes, je ne reviendrai pas sur ce sujet-là.
Nicolas, et comment les faire vivre? Ah, les valeurs de l'entreprise, effectivement, comment les faire vivre? C'est histoire de comportement. Donc, c'est vraiment du quotidien, mais il faut les formaliser, les factualiser, les partager. Il ne s'agit pas de les afficher dans un couloir pour qu'elles vivent. Ça ne marche pas du tout. Par contre, ça vaut le coup quand même de les afficher, ou en tout cas d'avoir un document sur lequel se référer. Voilà, les valeurs, il y a un moment, finalement, on peut toutes les avoir et elles ne sont pas plus affichées, mais ça passe toujours par une étape de formalisation et de partage et d'interrogation. Au fait, c'est quoi nos valeurs? Est-ce qu'il en faut 3, 4, 5, 6? Et pourquoi on a celle-là? Et qu'est-ce que ça signifie? Quels seraient des comportements inadaptés? Souvent, le traitement par la négative est intéressant, même si ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut communiquer. Yacine, peut-on avoir une bonne marque employeur quand on a une mauvaise image de marque? Et oui, on peut quand même avoir. Alors, je n'ai pas d'exemple en tête là à vous soumettre. Alors, les deux ne peuvent pas être totalement déconnectés, mais oui, on peut avoir une bonne image employeur et une image de marque désastreuse et inversement. Mais encore une fois, si on est dans une recherche de congruence dynamique entre la marque corporate, la marque employeur, la marque produit, ça semble peu pérenne comme démarche. Mais on peut être très très bon employeur et y avoir une image mauvaise en termes de business. Ah pardon, vous citiez un exemple, certaines assurances avec de mauvaises notes sur Glassdoor, Indeed. Alors, les mauvaises notes sur Glassdoor sont évidemment Glassdoor, Indeed, Viadeo, Choose My Company, etc. ne traduisent qu'un élément de la perception interne ou externe. Ça ne peut pas réduire, on ne peut pas réduire la marque employeur à cela. On est là dans la partie image. Il y a les 3 autres dimensions. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important, je dis juste que c'est une des dimensions partielles de la marque employeur. Donc on peut effectivement avoir aussi des secteurs d'activité qui souffrent d'une mauvaise image. Et pourtant avoir des activités de marque employeur assez bonnes et assez fortes. Je citerai personne de la banque ou du pétrole, voilà. Citez-vous les assurances. Parfois, la marque employeur est très bonne, la partie business l'est un peu moins, et réciproquement. Jérémy pose la question, quel contenu pour irriguer la marque employeur? C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Il est extrêmement important de comprendre que le monde a changé et que le paradigme de l'échange, avec les candidats comme avec les collaborateurs, a changé également. Il ne s'agit plus d'être uniquement intéressé par ses cibles, j'entends les cibles RH, candidats ou collaborateurs, collaborateurs pour de la fidélisation et de l'engagement, candidats pour de l'attractivité. Il s'agit d'être intéressant pour eux. On est au tout début de la guerre de talent. Il y a une très bonne étude de Manpower qui est sortie récemment sur justement les tensions très fortes qui arrivent sur le marché de l'emploi, malgré un taux de chômage très important. C'est ça qui est totalement schizophrène. Mais il faut pouvoir dorénavant, pour pouvoir justement susciter l'intérêt de ces candidats, produire du contenu qui intéresse. Alors, du contenu qui intéresse, c'est quoi? Ça dépend de votre cible. Si vous cherchez des développeurs, si vous cherchez à recruter dans le digital, j'ai envie de dire surtout n'utilisez pas le digital, ou pas que le digital. Il est très important, au contraire, d'humaniser encore plus la relation. C'est valable pour toutes les fonctions, mais surtout dans le digital, on dit tiens, les développeurs, non, surtout pas. Donc ça dépend, ça peut être des infographies, ça peut être des événements, ça peut être des rencontres, ça peut être de la vidéo, la vidéo marche pas mal. Ça peut être du contenu texte, tout simplement. Ça peut être des concours, ça peut être des trophées. Ce qui est important, c'est de se poser la question de, au fait, qu'est-ce qu'attend mon marché cible? Quels sont ses besoins? Quels sont ses insights? Là, on est typiquement dans une démarche marketing. Le push d'offres d'emploi, au même titre que le push d'offres business, c'est fini. Alors, ça va durer encore un peu. On va continuer à faire des emailing. Mais le côté « achetez-moi mon offre » ou « achetez-moi mon emploi » est un peu terminé, malgré un chômage de masse. Quel est le rôle du management dans le déploiement? Extrêmement important. Il n'y a pas de marque employeur qui vive sans le management. Le management, c'est la courroie de transmission.
c'est eux qui doivent faire vivre au quotidien cette marque employeur, d'où l'intérêt de les associer dès le diagnostic, dès l'élaboration de la plateforme de marque, de leur montrer, de savoir ce qu'ils en pensent, car l'injonction qui est de dire voilà notre marque employeur, merci de la faire vivre tous les jours, ça ne marche pas. Donc il faut absolument que le manager, lui, les managers puissent donner leur avis et puissent être vraiment partie prenante dans cette dynamique de marque employeur. Ah, le timing, Béatrice, vous me posez pas une colle, mais ça va être difficile d'y répondre. J'ai dépassé de 2 minutes, je regarde Aurélien, je peux poursuivre de 100 minutes ou pas? 3 minutes, allez, 3 minutes. Béatrice, pourriez-vous revenir sur le timing que vous préconisez sur chacune des phases de votre méthodologie marque employeur? La phase la plus longue est la phase de diagnostic, parce qu'il y a un temps de digestion de l'organisation. Donc, je n'ai pas de délai à vous proposer, parce que ça dépend vraiment de la taille de l'organisation et même de sa culture, et même de là où elle en est aujourd'hui, de son tempérament, de ses dynamiques, de son agilité. Si vous êtes dans une start-up, ce n'est pas la même chose que dans un grand groupe en réseau. Donc, on va dire que ça peut aller de 2 semaines à 6 mois. Il peut y avoir des diagnostics assez compliqués, avec des entités un petit peu partout, beaucoup de monde à interviewer, des pratiques RH difficiles à analyser. La phase d'élaboration de la plateforme de marque va être plus rapide. Ce qui va être un petit peu plus long, c'est justement l'échange et l'appropriation avec, encore une fois, l'organisation. Donc la plateforme de marque peut être établie en 2-3 semaines assez rapidement, en petit comité. Et puis après, il y a des étapes de validation et d'ajustement. Là aussi, c'est variable. Ça peut être 2-3 semaines comme 2-3 mois. Le plan d'action est beaucoup plus rapide. Vraiment, allez, 1 semaine, vous pouvez élaborer le plan d'action. Allez, 1 semaine, 15 jours, le plan d'action peut être fait. Vous voyez, là, quand on empile tous ces délais, ça peut être conséquent. Hein. Mais tout ça peut être ramassé et tout dépend de votre culture. Alors, je suis désolé, on a dépassé le timing. Peut-être qu'on refera une séance sur cette thématique, un webinaire sur cette thématique. Je vous invite à évaluer ce webinaire à la fin, à télécharger la présentation si vous le souhaitez. Il y a des choses qu'on n'a pas pu trop évoquer. Je vous remercie de votre attention. Je suis un peu frustré de ne pas pouvoir poursuivre l'échange parce que ces questions ont été intéressantes. Samy, Béatrice, Alexandre, Nicolas, Carole. Voilà, désolé, je répondrai à toutes vos questions. Je vais essayer d'y répondre. Je ne sais pas comment, quel format. N'hésitez pas à nous suivre. Peut-être qu'on proposera un petit post sur le blog de Parlons RH pour répondre à vos questions. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le 25e webinaire de Parlons RH qui aura lieu le 20 septembre à 15 h. J'aurai le plaisir de recevoir Alessandro Pachulski, qui est le CPO de Talentsoft, qui aura plein de choses très intéressantes à nous dire, mais je ne vous dis pas encore sur quoi. C'est un petit teasing, ça vous oblige à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si je ne vous croise pas, pour certains d'entre vous, d'ici là, je vous souhaite d'excellentes vacances et j'espère qu'on passera tous un excellent dimanche. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.